Donald Trump est-il finalement en train de faire ce qu'aucun autre président américain n'a osé faire, prouvant ainsi que l'Occident a perdu son emprise sur l'Afrique? Ou bien sa position ferme contre le Burkina Faso, le Niger et le Mali n'est-elle qu'un autre chapitre dans la tentative désespérée de l'Occident de maintenir son pouvoir? Et voici la question clé: et si ces trois petites nations du Sahel étaient sur le point de faire ce que des continents entiers n'ont pas réussi à accomplir, repousser l'exploitation occidentale et réécrire les règles du pouvoir mondial? Découvrons cela. Le Sahel, une région souvent reléguée au bas des priorités de la politique mondiale, est désormais au centre d'une tempête géopolitique sans précédent. Burkina Faso, Niger et Mali, trois nations que de nombreux analystes occidentaux considèrent comme pauvres et insignifiantes, sont en train de réécrire le scénario de la résistance africaine. Leur défiance n'est pas seulement symbolique. Ces nations ont expulsé des troupes étrangères, rejeté des accords d'exploitation, et critiqué audacieusement les puissances occidentales sur les plateformes internationales. Leurs dirigeants placent sans complexe la souveraineté africaine en priorité, et leurs peuples les soutiennent avec une unité sans précédent. Et c'est ici que Donald Trump entre en scène. De retour à la Maison-Blanche, il a adopté une position ferme contre ces nations, considérant leurs actions comme un défi direct à l'influence américaine. Les politiques agressives de son administration attisent le feu, créant un affrontement qui pourrait redéfinir la relation de l'Afrique avec l'Occident et le reste du monde. Pour comprendre ce bouleversement sismique, nous allons explorer les causes profondes de la défiance du Sahel, le rôle dramatique du coup d'État au Niger dans cette dynamique, et comment l'approche de Trump pourrait être le dernier clou dans le cercueil de la domination occidentale en Afrique. Alors, pourquoi les nations du Sahel défient-elles si hardiment l'Occident? Pour comprendre cela, il faut commencer par les bases. Pourquoi l'Occident a-t-il exercé une telle emprise sur cette région pendant si longtemps? La réponse réside dans un cocktail toxique d'exploitation, de dépendance et de mépris. Pendant des décennies, des pays comme le Burkina Faso, le Niger et le Mali n'ont été vus que comme des sources de matières premières, telles que l'or, l'uranium et le pétrole, canalisant leurs richesses vers les économies occidentales tout en laissant leurs citoyens dans la pauvreté. Mais quelque chose a changé. Les dirigeants de ces nations, encouragés par des coups d'État militaires et un soutien public massif, ont décidé qu'ils en avaient assez. Leur audace n'est pas aléatoire. Elle est le résultat de décennies de frustration et de la prise de conscience croissante que le statu quo profite à tout le monde sauf à l'Afrique. Prenez le Burkina Faso, par exemple. Le président Ibrahim Traoré, le plus jeune dirigeant d'Afrique, est devenu un symbole de défiance. Dans des discours enflammés, il a dénoncé l'Occident pour son hypocrisie, pointant des années d'aide conditionnelle et des opérations militaires qui servaient davantage les intérêts occidentaux que la sécurité africaine. Sous sa direction, le Burkina Faso a expulsé les troupes françaises, nationalisé ses mines d'or, et commencé à tracer une nouvelle voie vers l'autonomie. Le Niger, quant à lui, s'est tourné vers l'uranium, une ressource cruciale pour alimenter l'Europe, mais qui n'a presque rien apporté au développement du Niger. Pendant des années, des entreprises occidentales ont extrait l'uranium des mines du Niger sous des contrats qui laissaient le pays avec des miettes. Désormais, le Niger exige des renégociations reflétant la véritable valeur de ses ressources, marquant un changement plus large dans la manière dont les nations africaines s'engagent avec l'économie mondiale. Le Mali a également pris des mesures audacieuses. Après avoir expulsé les troupes étrangères, le pays a renforcé ses liens avec les nations voisines, favorisant une alliance régionale visant à résister collectivement aux interférences extérieures. Les dirigeants du Mali ont également accordé la priorité à la souveraineté culturelle, réformant les systèmes éducatifs pour se concentrer sur l'histoire et les langues africaines plutôt que sur les héritages coloniaux. Cette vague de défiance ne s'est pas manifestée isolément. Elle a été alimentée par des décennies d'exploitation et renforcée par la prise de conscience que les promesses de développement de l'Occident se faisaient souvent au détriment de la véritable souveraineté. Mais le point de basculement? Il est survenu au Niger, où un coup d'État dramatique a remodelé la relation de la région avec l'Occident. Le coup d'État de 2023 au Niger n'était pas juste un bouleversement politique, c'était une révolution déguisée. Lorsque le général Abdourahmane Tiani a pris le pouvoir, il n'a pas seulement évincé le gouvernement, il a déclaré la guerre à des décennies de contrôle néo-impérial. Dans un discours cinglant qui est devenu viral à travers le continent,
Tiani a mis à nu l'ampleur des griefs du Niger envers les États-Unis et leurs alliés occidentaux. Il a dénoncé des contrats d'exploitation qui ont laissé le Niger riche en ressources mais pauvre en richesses, une lutte contre-insurrectionnelle qui privilégiait la sécurité occidentale au détriment des vies nigériennes, et une présence militaire qui ressemblait davantage à une occupation qu'à un partenariat. Une des révélations les plus choquantes fut la taxation des avions militaires américains opérant au Niger. Bien qu'utilisant l'espace aérien nigérien pour des opérations qui concernaient peu la sécurité du Niger, les États-Unis empochaient les profits pendant que le Niger ne voyait aucun des bénéfices. C'était du néo-impérialisme dans sa forme la plus brute, et Tiani n'avait pas peur de le dénoncer. Le coup d'État a été largement soutenu par les citoyens du Niger, qui l'ont vu comme une reconquête de leur souveraineté. Les foules ont acclamé l'expulsion des troupes américaines, et le gouvernement a annoncé des plans pour revoir tous les accords avec les puissances étrangères. Pour le peuple nigérien, il ne s'agissait pas seulement de politique, mais de dignité. Cependant, ce coup d'État a également déclenché des alarmes à Washington. Sous la direction de Donald Trump, les États-Unis ont vu les actions de Tiani comme un défi direct à leur influence en Afrique. Des sanctions ont été imposées, l'aide a été gelée, et la rhétorique est devenue de plus en plus hostile. Ce que Trump n'avait pas anticipé, cependant, était l'effet d'entraînement. La défiance de Tiani a inspiré d'autres nations du Sahel et au-delà à remettre en question leurs relations avec l'Occident, ouvrant la voie à un mouvement continental plus large. Donald Trump alimente-t-il involontairement l'unité de l'Afrique? Voici un rappel. N'hésitez pas à aimer et partager la vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir davantage de vidéos sur la culture, l'histoire, la civilisation et l'identité noire. Poursuivons maintenant. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche a marqué un nouveau chapitre dans la politique étrangère des États-Unis, un chapitre rempli d'erreurs, mais aucune n'est aussi flagrante et lourde de conséquences que son approche envers l'Afrique. Sous le prétexte de restaurer la force de l'Amérique sur la scène mondiale, l'administration Trump a présenté ses actions dans le Sahel comme des réponses nécessaires à l'instabilité croissante. Cependant, la réalité est bien plus complexe et bien moins flatteuse. Au cœur de cette politique se trouve la décision de Trump de renforcer ses tactiques agressives, un choix qui reflète une incompréhension profonde de l'évolution du paysage politique africain. Le Sahel, souvent dépeint dans les récits occidentaux comme un foyer d'insurrection et de chaos, a connu des changements spectaculaires ces dernières années. Des pays comme le Burkina Faso, le Niger et le Mali ont repoussé l'influence occidentale, repris leur souveraineté et rejeté les partenariats d'exploitation. Au lieu d'établir un dialogue sur un pied d'égalité avec ces nations, Trump a choisi une approche combative, percevant leur défiance comme une menace plutôt qu'une opportunité de dialogue. Un des éléments les plus controversés de la politique africaine de Trump est la nomination de Matt Gaetz au poste de procureur général. Gaetz, une figure polarisante même au sein des cercles politiques américains, est tristement célèbre pour ses propos incendiaires et ses opinions intransigeantes. Pour le Sahel, son implication a été tout simplement désastreuse. Dès ses premières déclarations publiques, Gaetz a clairement exprimé qu'il considérait les dirigeants du Niger, et par extension, la résistance sahélienne, comme anti-américains. Il a accusé les gouvernements de la région de favoriser l'instabilité et a déclaré que les États-Unis devaient envisager toutes les options, y compris une intervention militaire, pour protéger leurs intérêts. Dans un discours particulièrement incendiaire, il a qualifié les griefs légitimes des dirigeants nigériens de simples excuses pour une mauvaise gouvernance, présentant leurs appels à la souveraineté comme des tentatives d'échapper à leurs responsabilités. Ces remarques n'étaient pas seulement déplacées, elles constituaient une insulte directe envers des nations qui ont longtemps souffert de l'exploitation occidentale. Dans le Sahel, où les cicatrices du colonialisme et du néo-impérialisme sont profondément enracinées, une telle rhétorique a touché une corde sensible. Pour les dirigeants africains, les déclarations de Gaetz étaient la preuve de l'incapacité de l'Occident à écouter ou à s'adapter. Pour les citoyens africains, elles sont devenues un cri de ralliement, galvanisant le soutien à la défiance de leur gouvernement face à l'influence occidentale. Les conséquences ont été immédiates. Dans toute la région, dirigeants et activistes ont condamné les propos de Gaetz, les présentant comme emblématiques d'une arrogance occidentale plus large. Des manifestations ont éclaté dans plusieurs capitales sahéliennes, avec des citoyens brandissant des pancartes dénonçant l'ingérence américaine et appelant à une plus grande unité africaine.
Les réseaux sociaux se sont enflammés avec des hashtags célébrant l'expulsion des troupes étrangères et mettant en lumière la lutte du Sahel pour la dignité. La rhétorique de Gaetz a également eu des conséquences inattendues au-delà de l'Afrique. Elle a approfondi le fossé entre les États-Unis et d'autres puissances mondiales, en particulier la Chine et la Russie, qui se sont positionnés comme des alliés de la souveraineté africaine. Tandis que Gaetz rejetait les griefs du Niger, les diplomates chinois et russes proposaient leur soutien, présentant leur implication comme des partenariats plutôt que du paternalisme. Dans ce contexte, l'approche de Gaetz, combinée à la politique africaine plus large de Trump, n'a pas seulement échoué à restaurer l'influence américaine dans le Sahel, elle l'a activement érodée. En exacerbant les tensions et en rejetant les griefs légitimes, l'administration a rapproché les nations africaines, renforçant leur détermination à résister à la domination occidentale. Cette erreur de calcul met en lumière une faille fondamentale dans la politique étrangère de Trump, une dépendance à des stratégies dépassées qui ne résonnent plus dans un monde où les nations africaines s'affirment comme des égales sur la scène mondiale. Au lieu de reconnaître ces changements, Trump et Gaetz ont redoublé de confrontations, un choix qui risque d'isoler davantage les États-Unis dans une des régions les plus stratégiquement importantes du monde. La stratégie plus large de Trump en Afrique révèle une erreur de calcul profonde. Déterminé à réaffirmer le contrôle sur les nations du Sahel de plus en plus défiantes, son administration s'est appuyée sur des tactiques basées sur la coercition plutôt que sur la collaboration. En gelant l'aide et en imposant des sanctions au Burkina Faso, au Niger et au Mali, Trump espérait contraindre ces nations à se soumettre, misant sur leurs vulnérabilités économiques pour forcer leur coopération. Mais au lieu de se plier, le Sahel s'est fermement opposé. Ces mesures punitives ont spectaculairement échoué, affaiblissant peu la détermination de leaders comme Ibrahim Traoré ou Abdourahmane Tiani. Elles ont eu l'effet inverse, galvanisant la résistance de la région et amplifiant le récit de l'exploitation occidentale. Pour les citoyens africains, ces actions ne sont pas perçues comme des efforts pour promouvoir la stabilité ou la gouvernance, mais comme des tentatives de punir les nations qui osent revendiquer leur souveraineté. En ciblant le Burkina Faso, le Niger et le Mali avec des sanctions, Trump a involontairement renforcé un récit puissant, celui qui décrit l'Occident comme un empire désespéré de maintenir son emprise sur l'Afrique à tout prix. Dans les rues du Sahel, ce récit a déclenché des rassemblements, des campagnes populaires et un soutien croissant pour les dirigeants désormais salués comme des symboles de la dignité et de la défiance africaine. Les citoyens qui étaient autrefois sceptiques à l'égard des politiques de leur gouvernement se sont ralliés à eux, unifiés par un mépris commun pour ce qu'ils perçoivent comme de l'intimidation occidentale. Mais les répercussions ne s'arrêtent pas au Sahel. Les actions de Trump ont déclenché une vague de solidarité continentale que l'Occident n'avait pas anticipée. Des dirigeants de la Guinée au Tchad ont publiquement exprimé leur soutien à la résistance du Sahel, la présentant comme une lutte non seulement pour la région, mais pour toute l'Afrique. Cette unité croissante a transformé ce qui aurait pu être une confrontation isolée en un mouvement plus large pour l'autodétermination africaine. Considérez la Guinée, où le président Mamadi Doumbouya a fait écho aux appels à la souveraineté du Sahel, soulignant l'importance de se libérer de la dépendance occidentale. Le Tchad, un acteur clé de la politique régionale, s'est également aligné sur le bloc sahélien, amplifiant les appels à une action collective contre les ingérences extérieures. Cette solidarité n'est pas seulement symbolique. Elle représente un changement dans la géopolitique africaine, où les alliances régionales se renforcent en opposition aux politiques occidentales. Au-delà de l'Afrique, la situation a attiré l'attention de puissances mondiales désireuses de contester la domination occidentale. La Chine et la Russie ont toutes deux saisi l'opportunité de se positionner comme des alliés de la souveraineté africaine. Pékin, par exemple, a intensifié sa rhétorique de coopération gagne-gagnant, offrant un soutien matériel et des partenariats économiques qu'elle prétend sans les conditions typiques de l'aide occidentale. Pendant ce temps, Moscou a mis en avant ses liens historiques avec le continent, soulignant son rôle de soutien aux nations résistantes au néo-impérialisme. Pour Trump, c'est un cauchemar stratégique. Au lieu d'isoler le Sahel et de réaffirmer l'influence américaine, son administration a involontairement fourni une plateforme pour des partenariats alternatifs mondiaux qui sapent la position de l'Amérique. En traitant la défiance du Sahel comme une menace plutôt qu'une opportunité de dialogue, les États-Unis ont aliéné non seulement le Burkina Faso, le Niger et le Mali, mais un continent entier de plus en plus désabusé par l'intervention occidentale. Cette erreur révèle également une profonde ironie.
En tentant de réaffirmer son contrôle, l'administration Trump a braqué un projecteur éblouissant sur les inégalités et injustices mêmes contre lesquelles les dirigeants du Sahel luttent. En gelant l'aide et en imposant des sanctions, les États-Unis ont, en essence, validé les revendications des dirigeants africains, qui affirment que les puissances occidentales sont davantage intéressées par le maintien de leur domination que par l'établissement de partenariats authentiques. Et voici la partie la plus intrigante: plus l'Occident s'oppose, plus l'Afrique devient unie. Chaque sanction, chaque gel d'aide devient un nouveau point de ralliement pour un continent fatigué d'être dicté par d'autres. Ce qui a commencé comme une résistance sahélienne évolue désormais en un mouvement plus large, susceptible de redéfinir la relation de l'Afrique avec l'Occident et avec le reste du monde. En tentant de punir et d'isoler, l'administration Trump n'a fait qu'accentuer la force d'une Afrique unie. Reste à savoir si cette unité pourra se traduire par un changement durable. Mais une chose est certaine, les stratégies traditionnelles de contrôle de l'Occident perdent leur emprise, et le continent s'éveille à son pouvoir collectif. Mais que veulent réellement le Burkina Faso, le Niger et le Mali? Contrairement à la propagande occidentale, ces nations ne cherchent ni l'isolement ni le chaos. Ce qu'elles désirent est simple: la dignité, l'égalité et des partenariats qui respectent leur souveraineté. Sous la direction de Traoré, le Burkina Faso privilégie l'autosuffisance. Le gouvernement investit dans les industries locales, réforme l'agriculture et redirige les ressources vers le développement national. Il ne s'agit pas de rejeter l'Occident, mais de construire un avenir qui ne dépend pas de lui. Le Niger, de son côté, milite pour des accords commerciaux plus équitables. Les richesses en uranium du pays ont longtemps alimenté les réseaux énergétiques européens, alors que le Niger lui-même reste l'un des pays les plus pauvres du monde. Le gouvernement de Tiani exige des contrats reflétant la véritable valeur des ressources du Niger, signalant un changement plus large dans la manière dont les nations africaines interagissent avec l'économie mondiale. Le Mali, quant à lui, adopte une approche différente mais tout aussi audacieuse. En réformant son système éducatif, le pays revendique son identité culturelle. L'histoire africaine, les langues et les traditions sont désormais prioritaires par rapport aux récits coloniaux, créant une nouvelle génération qui valorise la souveraineté plutôt que la soumission. Au fond, les revendications de ces nations concernent la réécriture des règles d'engagement avec le reste du monde. Elles ne sont pas anti-occidentales, mais pro-africaines, et leur défiance inspire d'autres nations à repenser leurs relations avec les puissances mondiales. La défiance de l'Afrique peut-elle déclencher une révolution continentale? La réponse courte, oui. Mais pas sans défi. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali sont bien plus que des nations défiantes dans le Sahel. Elles émergent comme des symboles de résistance et des catalyseurs de changement, suscitant un mouvement plus vaste à travers l'Afrique. Leurs actions audacieuses: expulser des troupes étrangères, exiger des accords commerciaux équitables, et revendiquer leurs récits culturels inspirent d'autres nations à réévaluer leurs relations avec les puissances étrangères. Des réformes économiques aux renaissances culturelles, la défiance du Sahel déclenche des discussions dans les capitales à travers le continent. La Guinée, le Tchad et l'Algérie soutiennent ouvertement le bloc sahélien, tandis que des pays comme le Ghana et le Nigeria observent de près comment ces nations naviguent dans les turbulences liées à leur opposition à la domination occidentale. La question que se posent de nombreux dirigeants africains est: si le Sahel peut le faire, pourquoi pas nous? Mais cette histoire n'est pas seulement africaine. En défiant la domination occidentale, ces nations redéfinissent l'ordre mondial. Pendant des décennies, l'Afrique a été vue comme un simple fournisseur de matières premières et un acteur passif dans la politique mondiale. Le Sahel est en train de renverser ce récit. Les actions du Burkina Faso, du Niger et du Mali forcent le monde à prendre en compte une Afrique qui refuse d'être ignorée, méprisée ou exploitée. Les nations occidentales, longtemps habituées à contrôler les ressources africaines et à dicter leur politique, s'efforcent maintenant de s'adapter à cette nouvelle réalité. Même l'Union africaine, UA, souvent critiquée pour son inaction, subit désormais des pressions pour s'aligner sur cette vague croissante de résistance. La révolution du Sahel ne concerne pas seulement l'indépendance politique, mais aussi la libération économique, la fierté culturelle et la revendication de la voix de l'Afrique dans la prise de décision mondiale. C'est une déclaration que l'Afrique ne sera plus un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Bien sûr, le chemin à parcourir ne sera pas facile.
Les puissances occidentales ont trop à perdre pour renoncer à leur influence sans combattre. Les sanctions économiques, les récits médiatiques dépeignant le Sahel comme instable, et l'isolement diplomatique ne sont que quelques-uns des outils que l'Occident utilise déjà pour affaiblir ce mouvement. En interne, ces nations doivent également faire face à des obstacles importants. Le processus de démantèlement des structures néocoloniales tout en maintenant une stabilité interne est semé de risques. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali doivent naviguer sur cette ligne délicate entre le rejet des ingérences étrangères et la construction d'institutions solides capables de soutenir leur nouvelle souveraineté. Le risque de division au sein du continent constitue un autre obstacle potentiel. Bien que de nombreuses nations africaines soutiennent la défiance du Sahel, d'autres, fortement dépendantes de l'aide occidentale ou liées aux intérêts occidentaux, pourraient hésiter à s'aligner sur ce mouvement. L'unité d'objectifs que les dirigeants sahéliens ont cultivée devra s'étendre à travers toute l'Afrique si cette révolution doit réussir à l'échelle continentale. Pourtant, malgré ces défis, l'élan est indéniable. Les actions de ces trois nations ont déjà créé un effet d'entraînement, suscitant des débats sur la souveraineté et l'équité dans des pays bien au-delà du Sahel. En Afrique du Sud, des activistes appellent à un réexamen des partenariats économiques de la nation avec les entreprises occidentales. Au Kenya, des discussions autour des droits fonciers et de l'influence des entreprises agricoles étrangères gagnent en traction. À travers l'Afrique de l'Ouest, les actions du Sahel ont ravivé les appels pour une monnaie régionale indépendante du contrôle français. Ce mouvement ne consiste pas uniquement à récupérer des ressources ou à expulser des troupes étrangères, il s'agit de redéfinir la place de l'Afrique dans le monde. Il s'agit de réclamer qu'on traite l'Afrique non comme une dépendance ou une subordonnée, mais comme une égale. Alors, la réélection de Trump peut-elle changer quoi que ce soit? Une Afrique unie est-elle prête à affronter Trump? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires. Trump oserait-il attaquer une Afrique unie? Vous voulez regarder d'autres vidéos comme celle-ci? Si oui, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur l'icône de cloche à côté. Nous avons décidé de produire des vidéos sur des sujets dont personne ne parle, la culture, la civilisation, l'histoire noire, et les preuves de la grandeur passée des Noirs. Merci d'avoir regardé, et jusqu'à la prochaine vidéo, restez connectés.